honorable assistance, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Au cours de cette journée d'enseignement post-universitaire concernant les urgences, d'ailleurs, les urgences, a priori, quand on entend le mot urgence, psychologiquement, on est risque de mort. Alors, on oublie souvent qu'il y a d'autres urgences qui sont des urgences fonctionnelles et qui peuvent exposer à la mort psychologique et pendant très longtemps, à la souffrance et à la mort psychologique pendant très longtemps. D'où notre sujet, les compressions médulaires lentes. Mais il a pris combien de temps pour les années? Ça marche pas. Je m'excuse. En fait, les compressions médulaires lentes concernent tous les processus pathologiques qui touchent l'intégrité de la moelle épinière dans son anatomie et dans sa fonctionnalité. C'est un sujet qui est connu depuis très longtemps et même le traitement, et surtout chirurgical, a été déjà proposé depuis 2 siècles. En fait, la moelle épinière qui a un cylindre long qui a une fonction de système nerveux central de traitement de l'information et d'exécution, ainsi qu'un système de communication entre le cerveau et tout le corps, le reste du corps. En fait, elle se termine par le cône terminal et elle est fixée au coccyx par le félon terminal. La moelle épinière, elle est entourée par des méninges qui la protègent, ainsi d'un canal ostéofibreux qui la protège dans l'état physiologique et devient une malédiction quand il y a une compression et un processus pathologique à son sein. Donc il devient une malédiction, il va la mettre à l'étroit et l'expose à la souffrance dans les cas pathologiques. La moelle épinière a une systématisation bien précise sur le plan transversal et chaque segment de la moelle reçoit des informations des dermatomes et envoie des informations à des muscles exécuteurs qui sont bien systématisés ainsi aux réflexes. Et cette systématisation elle est tellement parfaite que l'atteinte elle est exprimée d'une façon claire. Donc, sur le plan clinique, la compression médulaire, elle est due à 2 phénomènes qui sont en interaction, des phénomènes mécaniques de compression directe et des phénomènes vasculaires d'ischémie qui exposent à des lésions médulaires et qui est la myélomalacie. Sur le plan clinique, ces deux phénomènes vont donner 3 grands syndromes, qui sont le syndrome rachidien, qui est une réaction locale de segments atteints, enfin pour protéger la moelle, et se manifeste par des douleurs localisées, spontanées, voire provoquer ce qu'on appelle le signe de la sonnette, une raideur segmentaire avec une attitude vicieuse, ontalgique, ainsi qu'une déformation de la colonne vertébrale, surtout chez l'enfant. Le deuxième grand syndrome, c'est le syndrome lésionnel, qui a une valeur localisatrice de processus pathologiques et a une atteinte de toutes les fonctions assurées par ce segment. Et la systématisation permet de le définir d'une façon précise, soit au niveau de dermatome qui va nous donner l'atteinte de la sensibilité superficielle, soit au niveau du muscle indicateur qui va être paralysé, et surtout les réflexes aussi qui seront abolis à ce segment. Et un dernier syndrome qui est un syndrome sous-lésionnel qui concerne la compression et l'atteinte des voies longues au niveau de la moelle épinière, à noter le faisceau pyramidal qui contrôle la motricité et les réflexes, et un contrôle sur les réflexes, ainsi que la sensibilité profonde qui contrôle les positions des segments dans l'espace
Alors, il y a une atteinte, un syndrome particulier qui est l'atteinte de cône terminal, dont les troubles sphinctériens sont au premier plan. En fait, l'atteinte sphinctérienne peut se trouver dans les autres segments, la lésion des autres segments en dehors de cône terminal, mais quand la compression, elle est prolongée dans le temps. Sur le plan de la topographie de l'atteinte en hauteur de la moelle, on peut la diviser en plusieurs parties. L'atteinte cervicale haute, où il y a prédominance des signes respiratoires. L'atteinte cervicale basse, où il y a un syndrome suspendu entre deux zones qui préservent leur fonction. L'atteinte thoracique, où il y a prédominance du syndrome sous-lésionnel, et quand il y a une atteinte quand il y a une atteinte entre la C8 et la T1, entre la racine C8 et T1, on a un syndrome de Claude Bernard Horner qui est très localisateur. Et l'atteinte de cône terminal où les signes sphinctériens et génétosphinctériens sont en premier plan. La compression aussi peut être de topographie antérieure, postérieure, latérale. Quand elle est antérieure, le syndrome cordonal se trouve au premier plan. Le syndrome pyramidal sera au premier plan quand l'atteinte est postérieure. Par contre, quand on a une atteinte latérale, on a un syndrome de l'hémémoelle qui est particulier par l'atteinte pyramidale et cordonale postérieure d'un côté et l'atteinte de la thermoalgésique de côté contralatéral. En fait, l'évolution naturelle de la compression médulaire se fait en cinq phases. Dans la première phase, il y a la simple paraparésie qui peut évoluer vers la paraplégie flasque. Selon la courbe de Guyot, les 4 premières phases c'est une phase où la récupération peut être possible. Par contre, la dernière phase, c'est une phase irréversible. La problématique dans cette situation, que le délai de l'évolution, on ne peut pas le prévoir ni le savoir. Et ça diffère d'une pathologie à une autre. À la fin de la clinique, on peut classer notre malade selon les scores de Frankel ou surtout de McCormick qui est plus adapté à cette situation. Sur le plan imagerie, la radiographie qui est actuellement détrônée par le scanner, qui est plus disponible, plus facile à réaliser et qui est plus pointu sur les lésions. Donc il montre bien les lésions avec les possibilités des reconstructions sagittales et 3D, mais l'examen de choix reste l'IRM médulaire. L'IRM médulaire qui nous donne des détails sur les parties molles et surtout les lésions qui compriment la moelle. Sur le plan physiologique, mis à part la confirmation de l'atteinte des voies longues qui passent par la moelle épinière, il permet d'éliminer les diagnostics différentiels tels que la CEP, la ASALA et le syndrome de Guillain-Barré. Alors la problématique à ce niveau, si on opère un malade qui a une compression médulaire organique, on l'améliore. Si on l'opère, qu'il est porteur d'une maladie neurologique dégénérative, on risque de l'aggraver davantage. La thérapeutique, mis à part la thérapeutique symptomatique par les antalgiques, les anti-inflammatoires et la protection de la moelle par les corticoïdes, le traitement chirurgical reste le gold standard. D'ailleurs, depuis 2 siècles, le principe de la technique est resté le même, par la réalisation d'une décompression postérieure et selon la localisation de la lésion, soit on ouvre la durumère ou non, la stabilisation de rachis, s'il y a une instabilité, elle est de règle. Pour les étiologies, on divise les étiologies en 3 compartiments, 3 localisations, vu qu'il y a 3 compartiments. Il y a les lésions extramédulaires, les lésions intramédulaires plutôt, les lésions extramédulaires mais intradurales et les lésions extradurales. Alors les lésions intramédulaires sont dominées par les épendymoses. Donc c'est les tumeurs de tissu nerveux proprement dit, c'est les épendymoses et les astrocytomes. Sur l'IRM, l'aspect
Sur l'IRM, l'aspect est souvent l'aspect d'une grosse moelle. Et la particularité chez l'épendymome, souvent il y a une présence de formation kystique en sous et en sous lésionnelle. La chirurgie permet la décompression de l'étui osteo-ligamentaire et en même temps réaliser l'exérèse la plus large que possible, ainsi que faire le diagnostic histologique pour proposer un traitement adjuvant. Les lésions intradurales mais extramédulaires donc, sont dominées par les méningiomes, les neurinomes et les lésions kystiques sont les lésions neurochirurgicales par excellence. Le méningiome, je termine. Les méningiomes refoulent la moelle, sont atteintes de système nerveux. Les neurinomes, ils ont une particularité d'élargir le tronc de conjugaison et se développer en extracanalaire et donner un aspect en sablier. Les lésions kystiques, ils sont remplis de liquide qui est souvent pareil au liquide céphalorachidien. Les lésions extradurales sont dominées par les métastases. La plupart du temps que les métastases sont diagnostiquées, les lésions tumorales sont au cours de leur métastases, les métastases vertébrales sont diagnostiquées avant la métropole d'origine. Les tumeurs osseuses et surtout les lésions infectieuses telles que la tuberculose et les épidurites infectieuses. Le syndrome rachidien prédomine dans le début de la symptomatologie. En fait, comme le professeur Mazouzi l'a signalé tout à l'heure, les métastases sont très fréquentes, les métastases vertébrales sont très fréquentes. Ils bénéficient d'un protocole un petit peu particulier avec... Vu que l'état général est altéré, avec l'atteinte médulaire, on cherche une stabilité. Il faut décomprimer et stabiliser en même temps, mais souvent l'état général du malade ne permet pas d'effectuer ce protocole. Je voulais partager avec vous deux situations cliniques dans notre service. Le premier cas d'un méningiome qui a été révélé par un déficit moteur, qui a été opéré. En fait, l'exérèse dans ces situations, l'exérèse tumorale permet une guérison totale avec récupération totale de déficit le plus souvent. Mais la situation peut être difficile à diagnostiquer. Par exemple, dans cette situation d'un enfant qui n'a jamais, d'un nourrisson qui n'a jamais acquis la fonction motrice au niveau du membre inférieur, la consultation s'est faite très tardivement jusqu'à ce que les parents constatent une voussure au niveau de dos. Finalement, le diagnostic est fait par une IRM, mais il suspecte un diagnostic d'un neuroblastome et l'exploration opératoire trouve un neurinome. L'enfant a été opéré récemment, l'évaluation est en cours et probablement on aura des bons résultats. L'avenir que les atteintes médulaires sont fréquentes et il y a toujours la tendance à proposer l'implantation des cellules souches. D'ailleurs, il y a un témoignage de 2014 d'un patient qui a bénéficié d'une implantation des cellules souches qui a récupéré. Mais les plus récentes tendances, c'est l'utilisation de la nanotechnologie avec des nanofibres qui ont donné des bons résultats chez les souris. Alors, je termine par dire que la compression médulaire, c'est une urgence fonctionnelle. Le diagnostic il est facile, mais doit être fait rapidement et la prise en charge doit être précoce pour éviter les conséquences qui sont sévères. Je vous remercie.